Bonjour à tous et à toutes. Nous avons eu l'honneur d'accueillir le mercredi 9 mars 2022 Marc Crépon, directeur de recherche au CNRS et membre du département de philosophie de l'École normale supérieure et du collège de l'Espace André Chédid. Celui-ci est accompagné de Maria Basilio et de Ginevra Vénier dans le cadre d'un dialogue dont le thème est le désir de résister. Laissons place dès maintenant à cette intervention. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Le désir de résister, le désir de résister, dont le sous-titre est Un esprit critique pour notre temps. C'est évidemment un livre que j'ai écrit avant ce qui nous arrive depuis une quinzaine de jours. Depuis 15 jours, évidemment, le terme de résistance prend encore dans nos vies une toute autre résonance. Je pense qu'il y a dans ce livre un certain nombre d'éléments qui rentrent justement en résonance avec ce nouveau sens que prend dans nos vies la notion de résistance. Et bien évidemment, comme vous vous en rendrez compte dans les échanges que je vais avoir avec Ginevra Vénier et Maria Basilio, nous aurons l'occasion de revenir sur cette tragédie de l'histoire que nous sommes en train de vivre au jour le jour. Alors je voudrais vous remercier de ça, mais je voudrais surtout remercier Ginevra, donc Vénier, Ginevra et Maria Basilio. Maria qui m'ont fait l'amitié d'accepter, de préparer, de lire ce livre d'abord, parce que c'est travail de préparer des questions. Et c'est vrai que quand l'Espace André Chédid m'a proposé de venir parler de ce livre et de faire quelque chose, je leur ai dit, écoutez, plutôt que d'en faire un résumé ou de le présenter comme ça, ce que j'aimerais, ça serait vraiment construire un dialogue philosophique autour de ce livre, d'en parler, et quitte à en parler avec des philosophes, ce qui me ferait le plus plaisir, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'en parler avec mes étudiants, avec lesquels j'ai l'habitude de partager ces réflexions au fil de l'année. Ça rythme mon année. Et quand j'en ai parlé et à Ginevra et à Maria, elles ont tout de suite dit oui, je les en remercie. Alors je vais vous les présenter. Ginevra Vénier est italienne, on peut même dire qu'elle est vénitienne, parce qu'elle tient beaucoup à Venise. Et elle rédige... Alors elle travaille au carrefour de plusieurs disciplines, à la fois la linguistique, la traductologie, qui est la science de la traduction, et bien évidemment la philosophie. Et elle rédige sous ma direction un mémoire, une thèse plutôt, elle rédige une thèse consacrée aux enjeux éthiques et politiques de la traduction et à l'importance de la traduction pour la construction d'une nouvelle pensée de l'histoire, la place de la traduction dans l'histoire, si on peut dire. Maria Basilio, elle est mexicaine, et Maria travaille sur la violence extrême, sur deux formes de violence extrême, et sur la difficulté où sont des sociétés d'obtenir réparation, d'obtenir justice, quand l'État dont elles devraient l'attendre est partie prenante de ces violences extrêmes. Et elle travaille sur deux cas particuliers, les disparitions forcées au Mexique et le viol systématique des femmes au Congo. Donc vraiment, je les remercie beaucoup de leur lecture, du travail qu'elles ont fait pour préparer cette séance. C'est elles qui l'ont en quelque sorte scénarisé. Et donc je vais maintenant leur passer la parole et essayer, autant que faire se peut, de répondre à cette question. Je voudrais vous dire quelque chose, j'ai une très très grande habitude des conférences et de répondre à des questions. Et en fait, je me suis rendu compte que répondre aux questions de ces étudiantes, c'est aussi intimidant, c'est peut-être encore plus intimidant que de répondre aux questions de ses collègues ou d'autres intervieweurs. Donc, Maria et Ginevra, c'est à vous.
Bonsoir à tout le monde et merci Marc de nous confier votre livre, un de vos livres. Et aussi, évidemment, c'est un grand honneur et aussi on est toujours content de pouvoir élargir les discussions qu'on a normalement déjà à l'école ou dans des cadres plus informels jusqu'ici dans cet espace. Et donc, on va commencer par faire une petite réflexion toutes les deux, et puis on va passer à nos questions. Et bon, à la fin, on espère que si vous serez envie de poser des questions à Marc Crépon. Ou à vous. Ou à nous, si vous voulez. Le désir de résister est un livre qui a plusieurs vertus. Mais faute de temps, je vais mentionner uniquement 3 d'entre elles. La première, c'est son caractère résonnant. Par résonnant, j'entends un livre qui amène le lecteur à se pencher sur des problèmes qui ne lui sont pas étrangers. Car les événements sur lesquels l'auteur a décidé de réfléchir datent tout au plus d'il y a 5 ans et risquent de continuer et de s'aggraver. Ou plutôt, sont déjà en train de s'aggraver, comme le démontre l'invasion russe en Ukraine. C'est ainsi que quand l'auteur aborde les sujets de la pandémie, du populisme, la place des réseaux sociaux dans l'opinion publique, en passant par la crise de l'éducation en France et jusqu'à la crise écologique et du secteur agraire, on se sent non seulement concerné, mais surtout appelé par les paris éthiques et politiques de l'auteur. Par la résonance de ces sujets avec les présents des lecteurs, un autre trait important du livre, et je dirais, de toute écriture, apparaît. Celui du témoignage. Le désir de résister est un témoignage de notre époque. Une époque qui a fait apparaître de nouveaux défis pour la pensée et surtout pour l'agir. C'est dans la recherche d'un agir que le livre de Marc trouve sa 2e vertu. Car en dépit de l'hétérogénéité des problématiques auxquelles les philosophes se confrontent, il essaye tout de même de donner des pistes pour y faire face. Ainsi, à la fin de chaque chapitre, une réponse possible pour en finir avec les différentes formes de consentement apparaissent. Et j'oserais même dire que le titre même du livre contient déjà une de ces réponses. Il faut commencer par avoir le désir de résister. La 3e vertu du livre de Marc est sa facilité de lecture et de compréhension, qui ne se doit pas uniquement au caractère résonnant dont j'ai parlé, mais surtout de son écriture. L'écriture de Marc, en dépit d'être celle d'un philosophe, est d'une extrême clarté. S'abstenir d'utiliser un langage ésotérique permet donc une vulgarisation, si nécessaire pour rendre accessible ce livre à un plus grand nombre de lecteurs. Cette vertu de clarté, qui n'est pas toujours propre à la philosophie, montre non seulement que Marc a des habitudes de pédagogue, mais aussi qu'il est conscient de la politique du langage. Cela veut dire que la façon d'écrire de Marc lui permet d'être cohérente avec son propre pari que la philosophie doit prendre en compte l'écoute de l'autre. Par-delà le cercle d'initiés est ainsi convier les personnes qui ne font pas partie du milieu académique, mais qui cherchent à aiguiser leur esprit critique en s'approchant sans peur à un livre de philosophie. Voilà donc 3 des vertus du désir de résister. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup Maria pour cette introduction et merci à tout le monde d'être venu et merci Marc aussi de nous avoir présenté. Donc, comme toi, Maria, moi, j'étais frappée par l'actualité des sujets traités par Marc Crépon, par l'accessibilité de son ouvrage, de son écriture, et par le fait que sa réflexion reste toujours ancrée dans la sphère du concret, qu'elle ne quitte jamais l'horizon pratique. Donc, à ce que Maria vient de dire, je pourrais peut-être ajouter que ces 3 caractères de l'ouvrage de Marc Crépon me poussent à croire que ces réflexions feront signe vers quelque chose comme une philosophie de terrain. Et peut-être que Marc, vous pourrez nous dire ce que vous en pensez après. Et je crois que Maria a une première question, a préparé une première question, donc on t'écoute.
Peut-être je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Merci d'avoir mis l'accent sur ce point-là. C'est vrai que cette exigence de clarté, elle est absolument importante pour moi. Vous ne pouvez pas écrire un livre de philosophie qui traite à la fois du populisme, de la pandémie, de la verticalité du pouvoir, d'un certain nombre de crises que nous traversons en imaginant que ça sera réservé à une poignée de lecteurs qui ont fait suffisamment d'études de philosophie pour pouvoir vous lire. Donc merci de l'avoir souligné. Cette exigence de clarté, c'est un impératif à la fois politique et éthique quand on écrit sur ce genre de sujet pour lesquels, évidemment, le public est en grande attente et en grande demande d'éclaircissement et de réponses. Et juste, Ginevra, pour ce que vous voulez, pour ce concept si important aujourd'hui que vous venez d'avancer, celui d'une philosophie de terrain. Cette philosophie de terrain, ce qu'on peut entendre par là, c'est que c'est une philosophie de l'écoute. C'est une philosophie de l'attention et de l'écoute. C'est une philosophie qui décide d'essayer de comprendre les soubresauts, les difficultés qui traversent nos sociétés contemporaines. Et il n'en est aucune sur laquelle la philosophie n'est pas quelque chose à dire. Voilà. Que ce soit, pour renvoyer au dernier chapitre, la crise du monde agricole, que ce soit la question des rumeurs, des réseaux sociaux, que ce soit la question de la pandémie et les différentes autres questions qui sont chapitre par chapitre abordées dans ce livre. Donc voilà, donc maintenant je me soumets à vos questions. Bon, la première est assez facile. Ah, du coup, voilà, assez facile. Donc moi, je ne sais pas le cocktail qu'elles m'ont préparé. Voilà. Alors la première est facile, d'accord. Parce que les suivantes ne vont pas l'être, c'est ça. D'accord. Du coup, Marc, que devons-nous comprendre par le désir de résister? Pourriez-vous nous expliquer les titres de votre ouvrage? Oui, j'espère. Si j'arrivais pas, alors d'abord il faudrait. Le livre s'appelle Le désir de résister et il a un sous-titre qui est très important et je sais qu'on aura beaucoup l'occasion d'en reparler après, qui est un esprit critique de notre temps. Alors à quoi s'agit-il de résister? Eh bien, je dirais à deux choses. La première chose à laquelle il s'agit de résister, c'est ce que j'appelle dès la première ligne de ce livre, la mélancolie de l'histoire. La mélancolie de l'histoire, c'est quoi? La mélancolie de l'histoire, nous sommes très bien placés aujourd'hui pour comprendre ce dont il s'agit. La mélancolie de l'histoire, c'est dans le fond cette sorte d'abattement, de lassitude, de découragement devant toutes les raisons que nous avons d'être inquiets de l'avenir et de désespérer de l'avenir. C'est vrai que moi qui enseigne, qui suis en permanence en contact avec des gens qui ont entre 20 et 30 ans ou un peu plus, je trouve que c'est pas facile pour notre génération, mais c'est encore moins facile pour la leur, qui aura affronté ces dernières années et qui sait qu'elle risque de les affronter encore durablement, la menace terroriste, la pandémie, maintenant la guerre aux frontières de l'Europe, le réchauffement climatique. Donc nous avons mille et une raisons de nous laisser gagner par la mélancolie de l'histoire. Et l'un des effets de cette mélancolie de l'histoire, c'est le sentiment durable que notre vie ne nous appartient plus. C'est le sentiment d'être dépossédé de sa propre vie parce qu'elle est soumise à des épreuves sur lesquelles nous n'avons en réalité aucune prise. Ce découragement-là, cette lassitude-là, cette mélancolie de l'histoire, cette impression que nous n'avons pas de prise sur notre vie, elle est redoutable parce qu'elle suscite des forces
des forces qui sont toujours susceptibles, toujours promptes, on pourrait même dire, toujours promptes à redonner ou à nous donner l'illusion de redonner un sens à notre vie. Donc la deuxième chose à laquelle il importe de résister, c'est évidemment toutes ces tentations d'analyse simplifiée de l'état du monde, de solutions extrêmes, et notamment lorsque ces solutions extrêmes s'autorisent certaines formes de violence verbale, de simplification verbale, de solutions hâtives. Je pense à tout ce qui s'apparente au fanatisme, au dogmatisme, au populisme, à tous ces mots en isme, il y en a beaucoup, qui ont comme point commun essentiel de vouloir effacer la complexité du monde pour nous proposer des solutions simplifiées. Donc c'est une double résistance, donc résistance à la mélancolie de l'histoire d'une part, résistance au dénominateur commun de toutes ces formes de discours que je viens de souligner, qui est leur tentation de la violence. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? D'accord. Merci beaucoup. Alors, en même temps, vous avez répondu aussi à ma première question, donc il faut que j'improvise maintenant. Non, ben vous allez-y, parce que parce que je vais le redire autrement. Non, mais j'ai déjà improvisé autre chose. Peut-être que vous pourriez vous concentrer davantage sur nous rappeler ce que vous expliquez très bien dans votre livre, le procédé qui engendre, on va dire, ce que vous appelez la mélancolie de l'histoire, c'est-à-dire cette perversion du rapport au temps. Donc, quelles sont les étapes, si vous voulez, de cette, qui mènent à ce rapport particulier au temps? Je ne sais pas si je m'explique. Si, vous vous exprimez très bien. C'est une question assez difficile. Donc, quelles sont les étapes successives qui engendrent la mélancolie de l'histoire? C'est, je dirais, essentiellement, je vais peut-être me répéter encore un peu, c'est essentiellement le sentiment que il nous est devenu impossible d'être encore les acteurs de notre propre histoire. Et que, de toute façon, l'histoire s'écrit sans nous, que nous sommes voués à en subir les conséquences de catastrophe en catastrophe, qu'il n'y a donc rien à faire et rien à dire. Et c'est parce que nous pouvons nous laisser aller, nous abandonner à ce sentiment qu'il n'y a rien à faire et rien à dire, que toutes les forces réactives que je soulignais à l'instant sont promptes à s'en emparer. Alors, pour aller encore plus loin, la mélancolie de l'histoire, comme vous le voyez, elle se caractérise justement par une absence de résistance. Et la direction que je tente de tracer dans ce livre, de chapitre en chapitre, c'est que la plus grande force dont nous pouvons disposer pour résister à la fois à ce sentiment et au discours qui s'en empare, c'est l'exercice d'un esprit critique. C'est-à-dire un esprit critique, c'est d'être capable d'analyser, de démonter les images et les discours qui, nous proposant cette vision simplifiée de l'histoire, nous dépossèdent de la capacité d'en être les propres acteurs. Ça répond ?
Très bien. Ok, pour la question suivante. Marc, dans les premiers chapitres, la verticalité du pouvoir, vous parlez du pouvoir ambivalent des passions qui est instrumentalisé tant par les personnes déjà au pouvoir ou par les populistes qui aimeraient aussi arriver au pouvoir, que par les mouvements sociaux qui cherchent à se faire entendre. L'usage des passions dans ces cas se montrerait, comme vous le dites, paradoxalement à la fois comme un remède et comme un poison. Ce que j'entends comme un pharmacon tel que Derrida le développa dans la pharmacie de Platon. Si les passions peuvent être autant un remède qu'un poison, alors comment faire qu'elles soient plus un remède qu'un poison? Y a-t-il un bon usage des passions? Alors, merci pour cette question. D'abord, je vais revenir sur je vais reprendre les choses un tout petit peu en amont en repartant de cette question effectivement de la verticalité du pouvoir qui donne son nom au premier chapitre du livre. La politique présente en général un grand paradoxe. Le paradoxe de la politique, c'est que d'une part, nous avons besoin de la verticalité du pouvoir. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un pouvoir capable de prendre des décisions. Surtout quand on pense à toutes ces crises que nous traversons, nous avons besoin, en temps de pandémie, nous avons besoin face à la menace terroriste, nous avons besoin face à la menace de la guerre ou à la guerre qui est déjà à nos portes, d'un pouvoir qui prend des décisions. Ça, c'est ce qu'on appelle la verticalité du pouvoir. Mais en même temps, de façon très concrète, dans nos vies, ces décisions que prend le pouvoir vertical, nous les vivons toujours comme une dépossession, nous les vivons toujours comme une intrusion dans notre existence. Et nous, à la fois, le paradoxe du politique, c'est donc à la fois d'avoir besoin de la verticalité du pouvoir et de vivre les manifestations de cette verticalité toujours comme intrusives parce qu'elles ont des effets directs sur nos existences qui, en un certain sens, sont partie prenante de ce sentiment de dépossession de ce sentiment de dépossession que nous avons. Alors, quelle est là-dedans la place de ces émotions? D'abord, je pense qu'il faudrait être capable de les distinguer, de ces passions. Des passions et des émotions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est impensable de penser la politique, de réfléchir sur la politique, sans donner droit aux grandes passions. Toute politique, aujourd'hui, doit être aussi une politique des passions. On les connaît, hein, ces grandes passions. C'est la peur, d'abord, la colère, le ressentiment, et, plus redoutablement, et là, je lui réserverai évidemment un sort à part, la haine. Donc je ne dirais pas la même chose de la peur, de la colère et de la haine. La peur, pourquoi la peur est-elle un remède pourquoi la peur est-elle un remède et un poison? Prenons par exemple, je ne vais pas parler de la peur de la guerre, c'est encore un peu trop tôt, mais je vais parler de la peur de la pandémie, de ce que nous avons si durablement vécu ces dernières années. La peur, elle était nécessaire, parce que la pandémie, elle faisait des morts, et elle a fait des centaines de milliers de morts, et donc il était légitime, il était nécessaire que ce ressort émotif de la peur soit activé pour nous faire prendre de la conscience, non seulement de nous protéger nous-mêmes, mais nous protégeant nous-mêmes, de protéger les autres avec nous. C'est ce que nous avons appris à faire, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous, pendant ces 5 dernières années. Mais en même temps, quand nous avons, jour après jour, mois après mois,
quand nous n'avons pas reçu d'autres informations que tout ce qui concernait la pandémie, c'est développer aussi une véritable culture de la peur. Et cette culture de la peur, elle peut évidemment aussi être instrumentalisée par le pouvoir politique. Et alors c'est par exemple la perdurance indéfinie d'un état d'urgence. Enfin, il y a mille et une façons d'instrumentaliser la peur pour en faire un moyen, un mode de gouvernement. Et à ce moment-là, la peur n'est plus seulement un remède, elle devient aussi un poison. Donc voilà l'ambivalence, en tout cas, du rapport entre la politique et les passions pour ce qui est de la peur. La colère, c'est évidemment une passion légitime. Il faut de la colère dans la société. Parce que la colère, elle est liée à notre sentiment d'indignation. La colère, elle fait partie de la résistance. Éprouver de la colère, c'est précisément refuser de consentir à des formes de violence, à des atteintes au droit ou à la liberté concernant telle ou telle catégorie d'individus ou concernant l'ensemble des individus face auxquels il n'est plus possible de se taire et qu'il n'est plus possible d'accepter. Donc nous avons vu ces dernières aussi, la société, des mouvements de colère s'emparer de la société qui avaient, de ce point de vue, leur légitimité. Donc, donc elle est nécessaire, cette manifestation-là, mais elle a ses limites. La colère est un poison lorsqu'elle s'autorise les fastes de la violence. La colère, et cette violence, elle peut être verbale, elle peut être physique. Donc les limites de la colère, c'est la destruction, c'est la violence physique et verbale. Il y a des façons de manifester la colère qui peuvent faire l'économie de la violence. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Voilà ce que je dirais. Et c'est vrai que pour situer ce livre-là dans la lignée des autres qui l'ont précédé, ben ce livre-là, il garde quand même aussi le cap d'un refus inconditionnel de la violence. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le sous-titre, au sous-titre de votre ouvrage, donc Un esprit critique pour notre temps. Dans votre ouvrage, vous rappelez à plusieurs reprises la nécessité d'interpréter les discours, les images qui donnent forme à notre actualité, on pourrait dire. Ce qui est important, comme vous le dites, est d'interpréter ces données, ces informations, dans les limites imposées par une démarche critique. Seulement un tel exercice peut nous éloigner, vous le dites, de ce que vous appelez l'uniformation des consciences, c'est-à-dire des formes de fanatisme, de dogmatisme. Ainsi, ce que vous appelez l'esprit critique devient une force politique constitutive de la démocratie. Cette évocation d'un jugement singulier dans la formation, cette évocation d'un jugement singulier dans laquelle, c'est-à-dire ce jugement singulier qui est formé également à l'école, qui se forme également à l'école, dans lequel l'école a une place fondamentale, me fait penser aux théories de Barbara Cassin, pour laquelle la pratique de la traduction constitue en quelque sorte le paradigme de cet effort de compréhension non immédiate. Votre discours et celui de Barbara Cassin se rejoignent aussi, il me semble, dans l'effort de soumettre les discours de la philosophie et de la politique à une relativisation, à un déplacement de perspective, à une contextualisation, on pourrait dire. Donc il y a en quelque sorte un effort, peut-être, commun pour échapper à l'universalisation et à l'essentialisation des discours. Donc croyez-vous que ce rapprochement que je viens de faire très rapidement est pertinent ou pas ? Alors, merci beaucoup pour cette question. Comme pour tout autre, c'est une question extrêmement
C'est aussi une question extrêmement riche, mais surtout qui appelle plusieurs étapes pour que j'y réponde. Juste pour préciser, pour le public qui ne sait pas forcément, alors Barbara Cassin, c'est cette grande philosophe qui a été élue il y a quelques années à l'Académie française, qui est la dernière femme à être rentrée à l'Académie française, et qui a consacré une grande partie de ses travaux à la traduction, et surtout qui a rédigé un ouvrage très important qui est le vocabulaire européen des philosophies, dans lequel elle se posait une question très très importante en réalité, qui est celle des limites de la traduction, des concepts philosophiques d'une langue dans une autre, c'est-à-dire de tout ce qui ne se laisse pas traduire, de tout ce qui bouge quand on passe d'une langue à l'autre, qu'il est si difficile de rendre. C'est très très important. C'est très important aussi dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui. C'est très important quand on a affaire à une crise, à des tensions internationales, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, peut-être d'une langue à l'autre, quand on traduit d'une langue, les mots d'une langue dans une autre, ils n'ont pas tout à fait le même sens et tout à fait la même résonance. Et ils sont, évidemment, les mots, ils sont en eux-mêmes, dans leur résistance à la traduction, des sources majeures de malentendus, de dissensus. Là où, effectivement, je partage beaucoup de choses avec Barbara Cassin, avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de la rédaction de ce vocabulaire, c'est l'idée que nous n'analysons jamais suffisamment, nous ne déconstruisons jamais suffisamment les discours politiques, le langage politique qui décide tellement de nos vies. Donc l'esprit critique, qu'est-ce que c'est? L'esprit critique, c'est la possibilité, c'est une possibilité qui s'apprend à l'école, c'est une possibilité qui n'est pas innée, c'est une possibilité qui nécessite une véritable éducation, de ne pas recevoir et les images et les discours sans être préparé à analyser ce qu'il y a derrière les images, ce qu'il y a derrière les discours, comment ils sont montés, quels sont leurs attendus, dire d'avoir en quelque sorte une certaine distance, un certain recul par rapport aux discours et aux images qui sont les façons dont la politique fait intrusion dans nos vies. C'est très important parce qu'aujourd'hui nous sommes assaillis d'images, nous sommes bombardés de discours. À tel point que nos consciences sont susceptibles d'être inévitablement captives de tel discours ou telle image si nous n'avons pas appris précisément ce recul, cette distance, si nous ne sommes pas dotés des outils. Il y a quand même aujourd'hui cette dimension de l'esprit critique, et merci d'avoir rappelé l'importance qu'elle a dans ce livre. Cette dimension de l'esprit critique, elle prend une résonance tragique aujourd'hui. Elle prend une résonance absolument tragique parce que parmi les mille et une questions qu'on peut se poser à propos de cette guerre, il y a évidemment celle de l'attitude du peuple russe. De l'attitude du peuple russe, alors bien sûr, il y a évidemment la terreur, parce que tous les signes de la terreur sont revenus, parce que, à nouveau, en Russie, on doit se méfier de ce qu'on dit à son voisin, on doit se méfier de ce qu'on dit au téléphone, et donc on doit à nouveau se méfier des uns et des autres. Donc il y a évidemment cette dimension de la terreur. Mais il y a aussi autre chose, parce que ça concerne ceux qui ont déjà, en réalité, qui se sont déjà en réalité dotés d'un certain esprit critique et qui ont, quant à eux, au moins dans leur esprit, dans leur tête, suffisamment d'outils critiques comme ça pour prendre des distances par rapport aux images qui subissent jour après jour sur toutes les chaînes de télévision russes, celles qui restent,
et dans les discours officiels qu'ils entendent. Mais ça n'est pas le cas d'une grande majorité et d'une grande partie du peuple russe. Et une grande majorité du peuple russe n'a précisément aucune distance critique par rapport à la propagande du président Poutine et par rapport aux images dont les abreuve la télévision officielle jour après jour. Et s'il n'a aucune distance critique, c'est qu'il a été progressivement privé de tous les moyens de se la donner, qu'il a été privé progressivement de tous les moyens d'acquérir précisément cet esprit critique. C'est pour ça que l'esprit critique, c'est l'une des grandes vertus démocratiques. C'est même à ça qu'on reconnaît une démocratie. Dans le fond, une démocratie, c'est un espace dans lequel il est encore donné sa chance à l'esprit critique par le biais de la pluralité de l'information, par le biais d'une éducation qui ne s'impose pas pour unique et première tâche le formatage des consciences, etc. Donc voilà voilà pourquoi, dans le fond, l'esprit critique, c'est l'instrument de la résistance. C'est-à-dire que sans esprit critique, sans la force d'un esprit critique, ce qui est, et on en a donc encore une fois l'expérience tragique aujourd'hui, ce dont les peuples sont privés, ce dont les individus sont privés, c'est de leur capacité de résistance, c'est-à-dire de leur capacité de s'opposer. Alors je ne suis pas sûr d'avoir répondu à tous les aspects de votre question. Si j'ai oublié quelque chose, redites-moi. Ça vous satisfait? Ça vous convient? D'accord. En tout cas, merci d'avoir rappelé la question de l'éducation. Il y a un très très long chapitre sur l'éducation. J'avais pas voulu publier de chapitre sur l'éducation tant que mes enfants étaient à l'école, parce que je me dis je vais pas me mettre quand même les instituteurs ados. On va quand même attendre qu'ils aient fini leurs études. Il y a un long chapitre sur l'école qui s'appelle l'invention scolaire de la singularité, dans lequel effectivement je plaide pour cette idée que le but premier de l'éducation, c'est de permettre aux enfants d'exister comme des singularités dans un monde. C'est pas de leur donner une identité, c'est d'exister comme singularité, c'est de s'inventer eux-mêmes, et ils ne peuvent s'inventer que par l'apprentissage et l'entretien d'écarts et de différences. C'est-à-dire, ils ne seront des êtres singuliers susceptibles de trouver leur place dans le monde que parce qu'ils auront cultivé en eux cette place, ces places pour l'écart et la différence. Parce que c'est ça, c'est cette capacité-là d'invention de l'écart et de la différence que permet l'esprit critique. Merci Marc. On a encore 6 questions, non, à peu près. Du coup, je me dis, peut-être on peut poser 2 questions de plus et passer aux questions de public ou... Je sais pas, j'ai plus de montre. Ah, Donc je peux pas vous dire. c'est 8h15. Oui, on a encore tout le temps. Ok. Posez vos questions, répondez, mais on va effectivement garder à la fin un peu de temps. Mais non, posez vos questions et puis ensuite on gardera un peu de temps pour le public, bien évidemment, à la fin. Oui. Ok. Donc, Marc, dans le chapitre 5, les pièges identitaires, vous parlez d'une nouvelle configuration des idéologies identitaires, où les relations internationales ne sont plus gouvernées par l'idéologie, comme au temps de la guerre froide, mais par des blocs civilisationnels incompatibles, comme le sont la civilisation islamique et l'Occident chrétien. Or, ce que nous témoignons maintenant, avec les désirs impérialistes de Vladimir Poutine et la menace nucléaire, et donc à nouveau une situation de guerre froide, paraît démontrer que la vieille configuration idéologique est toujours présente. Et c'est bien le cas où quelle nouvelle configuration dans les relations internationales sommes-nous en train de vivre? Alors, merci pour cette question aussi. Hein. C'est vraiment, je trouve remarquable la façon dont vos questions se complètent, me font rebondir. Alors, le piège identitaire, oui, c'est un
chapitre effectivement assez central dans le livre. Je ne vais pas tout dire parce que je sais qu'il y a encore des questions autour du piège identitaire après, mais je vais donc parler, focaliser sur ce que vous venez de dire. Donc, c'est vrai que l'une des configurations idéologiques du piège identitaire depuis au moins une vingtaine d'années, ça a été de considérer que aujourd'hui les relations internationales étaient enfermées dans des conflits civilisationnels, et donc je me suis énormément opposé à cette idée que les différents phénomènes auxquels nous avions à faire face, y compris le terrorisme et d'autres, attestaient une sorte d'opposition identitaire entre des grands blocs civilisationnels. Donc moi, je n'ai jamais souscrit à ce paradigme du choc des civilisations, bien s'en faut, pour une raison très simple, c'est que parler en termes de civilisation, c'est donner un cadre beaucoup trop large. C'est donner un cadre beaucoup trop large pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'islam, ce qui se passe à l'intérieur de l'Occident, etc. Évidemment, vous avez raison de le rappeler. Donc c'était un politologue, un théoricien qui s'appelle Samuel Huntington, qui a écrit ce livre qui s'appelle Le choc des civilisations. Et quand il y a eu les attentats du 11 septembre en 2001, beaucoup de journalistes se sont empressés de dire « Ah ben voilà, Huntington avait raison, voilà le choc des civilisations, voilà le monde dans lequel nous allons vivre, qui est le monde du choc des civilisations. » Et il m'avait toujours semblé, effectivement, que c'était enfermer les individus dans des identités civilisationnelles, et que le monde était beaucoup plus complexe que cette hypothèse-là ne le laissait supposer. Là où vous avez raison de le souligner, et ben voyez, je n'y avais pas pensé avant que vous le disiez, c'est que dans le fond, quand cette grand paradigme de compréhension des relations internationales sous le mode du choc des civilisations s'est imposé, nous pensions que ceux qui se réclamaient pensaient que la guerre à venir, s'il y avait une guerre, si la guerre à venir, elle opposerait comme ça des blocs civilisationnels, ou elle concernerait à l'intérieur d'une civilisation donnée une lutte entre des nations pour savoir qui prendrait le leadership à l'intérieur du bloc civilisationnel. En fait, ce que Huntington disait, il disait qu'il y aura deux types de conflits. Il y aura des conflits intercivilisationnels, et il y aura, à l'intérieur d'une civilisation, peut-être des luttes d'influence, des guerres, pour savoir quel est, à l'intérieur de cette civilisation, le pays ou la nation qui va l'emporter, par exemple en Asie, entre la Chine, l'Inde, le Japon, etc., etc. Or la guerre qui nous arrive, c'est une guerre qui n'a rien de civilisationnel, et c'est une guerre qui n'est même pas liée à la volonté de prendre le leadership à l'intérieur d'un bloc civilisationnel. Poutine ne réfléchit pas un dixième de seconde en termes de civilisation. C'est pas du tout ça qui l'intéresse. La guerre aujourd'hui, la guerre en Ukraine, vous avez raison de souligner qu'elle est bien davantage inscrite dans... Alors c'est pas une guerre froide, hein. C'est pas aujourd'hui ce à quoi on a affaire, c'est pas du tout une guerre froide, parce que pour les gens aujourd'hui en Ukraine, c'est une guerre très chaude. C'est ça qui les menace en Moldavie aussi. Donc tout autour, la guerre froide, elle faisait pas... elle était froide justement parce qu'il n'y avait pas de bombardements, de dizaines de milliers de morts, etc. Elle prenait la forme de tensions internationales très fortes, mais pas ça. Donc là, on n'est déjà plus dans le modèle de la guerre froide, mais c'est vrai que c'est une guerre dans laquelle la dimension identitaire reste néanmoins capitale. Pourquoi est-ce que la dimension identitaire reste néanmoins capitale ? Parce que c'est une guerre
qui, comme on l'a vu, vous avez tous entendu des extraits des 2 grands discours de Poutine qui ont annoncé la guerre, en fait. C'est une guerre qui procède d'abord d'une instrumentalisation de l'histoire et d'une revisitation de l'histoire. Donc c'est une guerre qui se déroule au nom d'une grande identité de la Russie, qui intègre l'Ukraine, qui intègre la Moldavie. Elle cultive la nostalgie de la Russie impériale, des frontières de la Russie impériale, peut-être plus encore d'ailleurs que celle de l'Union soviétique, qui de toute façon les avait en grande partie reproduites, même étendues un peu d'ailleurs. Et donc, là où il y a quelque chose de profondément identitaire dans cette guerre, c'est dans cette façon, et c'est ça que j'appelle piège identitaire, mais je vais attendre après d'autres questions pour y revenir, d'être à la fois un déni du passé et un déni du présent. Mais je n'en dis pas plus, je suis sûr que je vais avoir l'occasion d'en revenir. Je m'en tiens à ça pour cette dimension très très politique de votre question. Est-ce que ça répond ou est-ce que vous voulez autre... Parce que si vous avez parce que si mes réponses ne vous satisfont pas, vous avez le droit de relancer votre question. Oui, tout à fait. Juste pour rebondir un peu, je me référais à la question de la guerre froide concernant justement la menace nucléaire. Non, une menace. Mais bon, ça c'est... Oui, mais d'accord, très bien. Donc de ce point de vue-là, heureusement pour nous, je pense que c'est ce qui est dans l'esprit de toutes les têtes. S'il n'y avait pas la menace nucléaire, l'OTAN, l'Europe serait intervenue depuis longtemps. S'il y a pas de, c'est parce qu'il y a cette menace nucléaire. En ce sens-là, vous avez raison de dire qu'il y a que la guerre est froide entre l'OTAN et la communauté européenne et la Russie, parce que précisément personne n'a envie qu'elle devienne chaude à cause des armes nucléaires. Mais entre l'Ukraine et la Russie, la guerre n'est pas froide du tout, parce que précisément la guerre froide, elle était froide au sens où elle évitait, elle se protégeait des destructions, voilà, des destructions de villes, des bombardements, des massacres de populations civiles, etc. Or là, c'est déjà plus le cas en Ukraine, mais c'est évidemment la ligne de conduite de l'Europe et des États-Unis aujourd'hui, des pays membres de l'OTAN et des pays membres de la communauté européenne, c'est de faire en sorte qu'entre la Russie et eux-mêmes, la guerre reste froide. Sauf que c'est la combinaison d'une guerre froide et d'une guerre chaude. Voilà. Merci. Alors, je vais changer un petit peu de sujet, mais on y reviendra après, je crois. Alors, le langage a une place centrale dans votre ouvrage. La construction des narrations identitaires est une affaire de langage, vous l'expliquez très bien. Et vous mettez par exemple en évidence la façon dont la temporalité spécifique aux médias, aux réseaux sociaux et à nos moyens de communication comporte un rapport particulier avec le langage qui comporte un rapport particulier à la temporalité déjà, qui implique un rapport spécifique au langage. D'autre part, l'opération critique qui vise à déjouer ces constructions identitaires se situe elle-même dans des pratiques de langage. Donc j'ai une question, enfin j'en ai beaucoup, mais je vais vous poser une question d'abord, c'est comment le philosophe que vous êtes travaille sa façon de s'exprimer pour ne pas tomber dans les pièges que vous identifiez justement dans la rhétorique identitaire, c'est-à-dire le piège de l'approximation, des simplifications. Quelle est votre façon concrète de travailler votre expression? Je ne sais pas si c'est clair. Vous voulez alors non, c'est une question très très claire. C'est une question là encore avec comme toutes vos questions qui sont très riches avec plusieurs dimensions. Alors je vais revenir sur cette question de
parce que c'est l'un des chapitres aussi centraux du livre, le chapitre qui s'appelle De l'esprit critique. Et donc je vais revenir sur cette opposition que vous venez de rappeler entre le rapport au temps, au langage et à la violence induit par les réseaux sociaux, et le rapport au temps, au langage et à la violence qui caractérise l'esprit critique. Et je vais repartir d'un fait divers qui a déjà quelques années et vous montrer immédiatement quelle est la différence entre les deux. Vous vous souvenez peut-être de cette rumeur dramatique qui, il y a quelques années, avait fait croire, avait répandu l'idée que des tziganes enlevaient des enfants dans une camionnette blanche à la porte des écoles. Et ça s'était traduit à la suite d'une mobilisation par les réseaux sociaux, par des expéditions punitives dans un camp de tziganes. Je crois que c'était dans la banlieue nord, près de Bobigny, il me semble, dans cette région-là. Donc, quelle est la différence? Bon, et évidemment, cette expédition punitive qui avait été organisée par des esprits immédiatement enflammés par les réseaux sociaux, ne s'était posé aucune question. Ne s'était pas posé une question de savoir si les faits étaient avérés, si derrière ce fait-là ne se cachait pas en réalité quelque chose de si répandu qui est la stigmatisation des tziganes. En général, c'est comme si ce n'était pas un épisode de plus de cette longue histoire de la stigmatisation des tziganes comme d'autres peuples en Europe, qui en aura fait si souvent un bouc émissaire. Elle ne s'était pas posé la question non plus de savoir qui est derrière, qui a intérêt à le dire, qu'est-ce qu'on cherche à me faire croire quand on me dit que des tziganes circulent à bord d'une camionnette blanche pour enlever des enfants. Est-ce que les faits sont avérés? Et s'ils ne sont pas avérés, qui est derrière le fait que la rumeur se répande? Toutes ces questions, là, ça c'est les questions de l'esprit critique. Donc je pense que l'esprit critique, il se caractérise d'abord par une sorte, j'aurais envie de dire, par rapport au discours et aux images, par une sorte de prudence. Une sorte de distance et de prudence qui se pose. C'est un art, l'esprit critique, c'est l'art de se poser un certain nombre de questions nécessaires par rapport aux images et par rapport au langage, qui concernent aussi bien, pour le langage, elles sont de nature très diverse, mais elles considèrent aussi bien la source que la rhétorique, les outils rhétoriques. Donc c'est pour ça que je disais que ça faisait l'objet d'une éducation, parce qu'il faut être capable d'analyser comment est monté un discours. Il faut être capable d'analyser les ruses du discours, les intentions. C'est ça que permet l'esprit critique. Pour les images, par exemple, ça consiste à ne pas les recevoir sans s'interrogeant autant sur ce qu'elles montrent que ce qu'elles cachent, sur la façon dont elles sont montées, sur la façon dont elles sont cadrées, sur leurs intentions, sur les conditions et le régime de leur production, etc. Donc c'est toute cette orchestration, organisation d'un certain mode de questionnement qui distingue l'esprit critique de la réaction immédiate qu'on a. Je reçois une image sur mon téléphone portable, etc. Et je réagis immédiatement, ou je reçois un message et je réagis immédiatement, sans nécessairement d'ailleurs prendre le temps de choisir les mots de ma réponse, sans nécessairement aussi m'interrogeant sur la nature de cette image que je reçois. Donc pour le dire assez simplement, assez rapidement, je dirais que pour ce qui est
en tout cas, pour répondre alors très précisément à la question sur le rapport entre le langage et l'esprit critique, comment on fait pour être sûr quand on analyse une situation, quand on analyse une question, qu'on ne retombe pas, comme vous l'avez dit, dans les approximations. Eh bien, je vais vous dire, je crois qu'on n'en est jamais sûr à 100%. Je crois qu'on n'est jamais absolument certain que, dans le fond, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit, dans la façon dans la façon dont on produit une analyse, on n'est pas encore soi-même victime de préjugés, qu'on n'est pas encore, dans le fond, soi-même victime d'approximation. Donc c'est un travail de chaque instant. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si on ne se pose pas ces questions-là, si on n'a pas précisément la crainte de véhiculer à son insu des préjugés, de reproduire en réalité des choses qu'on a entendues, et donc de parler une langue qui n'est pas la sienne, si on n'a pas ce souci-là, si on n'a pas ce réflexe-là, alors oui, effectivement, il y a de fortes chances que l'esprit critique dont on se revendiquera ne soit qu'une façade. Est-ce que ça répond? Merci Marc. Moi, je vais poser une question qui va paraître un peu controversée, mais que j'espère que tout le monde va voir les nuances de la question. Donc, ça, c'est la question critique. Ça, c'est la question, c'est-à-dire, voilà, c'est ça le truc qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas inciter ces étudiants à développer l'esprit critique, parce qu'après, ça vous revient en boomerang, en fait. C'est ça. Alors, allez-y, Maria. Marc, dans votre livre, vous suggérez que pour combattre l'intolérance et pour défendre la liberté, il nous faudrait retourner aux Lumières, à la Aufklärung. Les Lumières, comme Foucault le disait déjà dans Qu'est-ce que les Lumières, seraient, et là je cite, un processus dont les sons font partie collectivement est un acte de courage à effectuer personnellement. Cela veut dire que, en suivant Kant, dans un effort pour arriver à sortir de l'état des minorités, on devrait veiller à faire usage de notre propre raison, sans se soumettre à aucune autorité, ou en tout cas, en se soumettant à la seule autorité fiable, à savoir la critique avec C majuscule. Pourtant, quand je pense à l'Aufklärung, et surtout à l'époque de ces mouvements, la modernité, j'ai du mal à séparer les dégâts que la glorification de la raison a fait dans le passé, comme ce fut par exemple le cas de la colonisation, et les dégâts qu'elle continue à faire dans le présent, comme c'est le cas de la glorification du progrès et les désirs impérialistes des différentes puissances économiques. À cela s'ajoute que quand on fait une radiographie des mouvements politiques de la fin du XXe siècle jusqu'à nos jours, dont certains que je connais de près, on se rend compte que les mouvements qui ont fondé les autonomies et les résistances les plus importantes de notre contemporanéité, comme la Confédération kurde ou les caracoles zapatistas, les tribus traditionnelles, l'autogestion punk ou même les zones à défendre en France, les ocupas comme Errekaleor au Pays Basque, ne se considèrent pas tributaires des Lumières et bien au contraire sont très critiques vis-à-vis de cette glorification de la raison et de son époque. Est-ce qu'on pourrait donc dire, comme Foucault le fait lui-même, que peut-être, plus que la foi dans les Lumières, le travail critique impliquerait plutôt un travail sur nos limites, et dans ce sens, n'est-il pas nécessaire de se demander quelles sont les limites d'un retour aux Lumières, surtout si l'on essaye de faire une proposition tactique pour des mouvements politiques un peu partout dans le monde, ou même si l'on essaye de proposer un horizon cosmopolite? Alors, merci pour cette question qui évidemment renvoie au chapitre du livre, qui est un chapitre auquel je tiens beaucoup, qui s'intitule l'héritage des Lumières. Moi, je pense que
les différents mouvements que vous avez cités, que ce soit le mouvement zapatiste, le mouvement kurde, les zadistes, etc., sont en réalité beaucoup plus les héritiers des Lumières qu'ils ne le savent et qu'ils ne le pensent eux-mêmes. Et je voudrais m'en expliquer. D'abord revenir, si vous regardez ce chapitre attentivement, il donne droit quand même à la critique des Lumières que vous formulez. Puisqu'il y a une chose que je n'ai cessé de rappeler, c'est que la philosophie des Lumières, elle a effectivement produit cette caractérisation des peuples. Elle n'est pas étrangère à la caractérisation des peuples. Il y a des textes de Voltaire sur les Noirs qui sont absolument abominables. Et bon, plein d'autres exemples comme ça. Il y a une géographie de Kant qui est à s'arracher les cheveux sur la tête. Donc, la philosophie des Lumières, qui a produit cette caractérisation de peuple, qui a produit ces descriptions de la diversité humaine, elle n'est pas du tout étrangère à quelques-unes, enfin on y trouve en tout cas le germe, pas seulement là, on trouve le germe, de quelque chose des grands maux des siècles suivants, c'est-à-dire le racisme, le colonialisme. Et vous avez raison de rappeler que, au nom d'une certaine idée du progrès, au nom d'une certaine idée de la raison, et d'une exportation d'une idée du progrès et de la raison qu'on juge exclusivement européenne, le pire a pu être commis sous la forme des impérialismes coloniaux. Donc cette critique-là des Lumières, j'y souscris pleinement. Et j'y donne droit, et j'y ai donné droit à bien des reprises, et elle a une très très longue histoire. C'est une critique qui, dans la philosophie du XXe siècle, à Foucault, mais d'autres aussi, l'école de Francfort, etc., a une longue histoire. Mais je défendrai les Lumières pour deux raisons. D'abord, je pense que nous avons besoin d'être les héritiers des Lumières aussi, parce que les Lumières se distinguent par une première chose, qui est leur combat incessant et souvent périlleux contre toute forme d'absolutisme. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que dans beaucoup d'endroits du monde, de ce point de vue, le combat des Lumières n'est pas achevé. Parce que ces formes d'absolutisme, on en trouve partout dans le monde aujourd'hui. Dans les grands idéaux des Lumières, quand elles affrontaient l'absolutisme d'un pouvoir autoritaire, arbitraire, etc., c'est des idéaux que nous devons garder présents à l'esprit, parce que et nous en savons quelque chose, même quand nous croyons tourner cette page de l'histoire là. Et en Russie, dans les années 80, à la fin des années 80, dans les années 90, on a pu légitimement penser tourner cette page de l'histoire-là. Et bien en réalité, elle n'est jamais définitivement tournée. Donc c'est la première chose. C'est la critique avec la critique de l'absolutisme, et je mets ça dans le même ordre, c'est la critique incessante et jamais achevée de l'intolérance, du fanatisme, du dogmatisme. Là encore, on peut dire que, dans le fond, les formes d'intolérance, les formes de fanatisme, les formes d'obscurantisme, je pense aussi à l'obscurantisme, qui traversent nos sociétés, n'ont jamais autant prouvé leur puissance de nuisance que ces dernières années, que ce soit sous la forme de fondamentalisme religieux, que ce soit sous la forme de dérives sectaires, que ce soit sous la forme des multiples variantes du complotisme. Donc je n'enverrai pas les Lumières comme on jette le bébé avec l'eau du bain pour ces deux raisons, pour ces raisons-là majeures. Mais il y en a une autre qui en fait est, comme vous le savez, puisque vous connaissez toutes les deux, vous connaissez mon livre mieux que moi, parce que moi je ne l'ai pas relu, alors que vous l'avez lu récemment. Mais comme vous savez, il y a une autre chose à laquelle je suis particulièrement attaché dans cet héritage des Lumières. C'est que il y a un projet phare. Dans les Lumières, il y a beaucoup de choses, mais il y a un projet phare dans les Lumières qui a concentré, qui a rassemblé un grand nombre des philosophes, des écrivains, en tout cas en France,
qu'on lie à ce projet-là, qui est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avec ses planches qui donnaient des illustrations et avec ses entrées, etc. Et si on essaye de penser un peu l'esprit de l'encyclopédie, c'est-à-dire l'esprit de l'encyclopédie, pour revenir sur les catégories qu'on évoquait tout à l'heure, elle avait précisément pour objet de ne laisser personne, par principe, enfermé dans sa condition. Et je crois que c'est ça l'une des grandes leçons des Lumières, c'est de ne pas laisser les gens enfermés dans leurs conditions, c'est-à-dire d'une condition héritée de la naissance, que ce soit celle de la classe ou de la catégorie sociale, que ce soit celle de la religion, c'est-à-dire que lorsque, effectivement, nous naissons, nous avons un certain nombre de processus qui, si nous n'y veillons pas, si nous n'y prenons pas garde, vont nous enfermer dans une certaine forme d'identité et du même coup confisquer l'infinie variabilité de ce que j'appelle l'invention de la singularité. Et moi, je lis de plus en plus la philosophie des Lumières, et c'est pour ça que j'irai s'attacher, comme une philosophie, et je le retrouverai chez Voltaire, chez Diderot, comme d'autres, qui avait cette idée très forte de la liberté, qu'il n'y avait pas d'exercice de la liberté et d'idéal de la liberté si on ne permettait pas aux individus de s'inventer comme des singularités contre tous les pouvoirs politiques, religieux, familiaux, etc., qui contraignent ou entravent cette invention-là. Donc, vous voyez, pour être très... En plus, je les entends très bien, et puis je vous connais un tout petit peu, donc vous avez une très grande familiarité avec... beaucoup plus que moi-même ou que Ginevra, avec toute la grande tradition de la pensée postcoloniale, décoloniale, etc. Et j'entends évidemment la part de cette critique des Lumières comme très européocentrée, vous avez raison de le rappeler, dans cet héritage-là. Et cet héritage-là, il est important. Et je pense que c'est important de penser avec. Je pense que nous devons effectivement penser notre héritage des Lumières en intégrant ces critiques que vous avez rappelées. Mais, encore une fois, pour me répéter, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et je vois une nécessité urgente à réactiver aussi une partie de cet héritage, tout en intégrant les critiques qui ont été faites. Et voilà. Alors c'est beaucoup plus simple, ce que je veux réactiver de l'héritage, mais la lutte contre toutes les formes d'absolutisme et tous les spectres de l'absolutisme quand il pointe son nez, et Dieu sait si c'est le cas en ce moment, le refus de l'intolérance, du fanatisme, etc. Et puis l'idéal éducatif, politique, culturel, de l'invention de la singularité contre l'emprisonnement dans des figures prédéterminées de l'identité. Bon, j'ai réussi à me sortir d'une question qui était quand même... qui visait, qui était un chose-trappe quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je vais revenir sur un peu peut-être sur le même sujet, mais bon, vous me direz si je me répète. Dans votre ouvrage, vous mettez l'accent, et je reprends vos mots, sur la nécessité d'un inlassable travail critique guidé par le courage de la vérité. L'actualité de ces derniers jours nous rappelle pourtant, encore une fois, à quel point il est difficile de démêler le vrai du faux, d'autant plus lorsqu'un conflit éclate. Autrement dit, il existe une non-transparence du langage dans les narrations identitaires, comme vous l'expliquez, mais cette non-transparence du langage se trouve aussi dans notre langage à nous, quand nous voulons critique, quand nous sommes engagés dans une démarche critique. Donc, ma question est, quoi faire de cette non-transparence de notre langage, qui fait partie de notre langage à nous aussi, et c'est-à-dire comment exercer un contrôle sur notre langage critique. Je ne sais pas si je m'explique, vous me direz si vous me comprenez. Non, c'est très clair, et je vous remercie beaucoup de
de cette question qui, mais ça ne m'étonne pas venant de vous, parce que c'est tellement au centre de votre travail, de vos recherches, des textes que vous écrivez, etc. Et c'est une chose qui me touche beaucoup dans la rencontre de ce soir, c'est que moi qui connais très bien et Maria et Ginevra, elles ont lu le livre chacune, et leurs questions ne sont pas anodines. Elles sont portées, ce sont des questions qui sont portées par les choses qui les interpellent et qui les font vivre et travailler. Et donc vous aurez compris, si vous avez read, que celles de Maria sont très immédiatement politiques, ancrées dans l'histoire. Celles de Ginevra sont aussi ancrées dans l'histoire, mais évidemment avec une attention toute particulière qui est la sienne à la question des langues, du langage, de ce qui se passe dans le discours, dans les langues et dans le langage. Donc merci pour toutes vos questions. Et alors, pour répondre à votre question, c'est une question absolument capitale, mais la grande différence sur... Parce que vous êtes en train de me dire, bon, dans l'enfant, il y a deux scènes langagières. Il y aurait celle, dans le fond, du piège identitaire, et notamment, puisque vous avez fait allusion à la guerre du piège identitaire dans lequel actuellement le pouvoir russe enferme, et les Russes et les Ukrainiens, etc. Et puis il y a une autre grande scène qui est celle de la critique de ce piège et comment faire la part des choses du point de vue de la question de la transparence du langage. Eh bien, je crois que précisément, en réalité, et c'est très intéressant que vous ayez mis l'accent sur cette idée de la transparence du langage. Il n'y a pas d'exercice critique, il n'y a pas de conscience critique qui ne parte pas du présupposé que le langage n'est jamais transparent, qu'il y a toujours des attendus, qu'il y a toujours des intérêts. Et donc si toute forme de langage appelle la pensée critique, bien évidemment que la pensée critique elle-même ne se dérobe pas à la conscience et le savoir de ses propres limites. En face, il n'y a d'abord pas de pensée critique. Il n'y a d'abord pas de pensée critique parce que pour le langage de l'idéologie, le présupposé du langage de l'idéologie, c'est qu'il est parfaitement transparent. C'est qu'il est sans reste. C'est qu'il est sans équivocité. Il ne supporte pas même la moindre interrogation sur l'éventuelle équivocité de ce qu'il dit. Donc le présupposé du langage totalitaire, du langage autoritaire, c'est une absolue transparence. Rien d'opaque, rien d'obscur. Et du coup, rien de ce qui pourrait, de l'extérieur, venir obscurcir, compliquer, opacifier, interroger, déranger le langage présenté. Donc il est monologique. Et il est forcément unique. Et il s'oppose à toute forme de pluralisme. Et merci de me le rappeler. La première vertu de l'esprit critique, c'est de savoir. La première vertu critique, c'est le débat, c'est la discussion. Et le débat et la discussion, c'est le débat, c'est la discussion, c'est la certitude. C'est d'abord, l'esprit critique, c'est d'abord un exercice d'humilité. C'est d'abord un exercice d'humilité parce que ça consiste à admettre qu'on n'est pas omniscient. Ça consiste à admettre que la pensée peut se déplacer, peut s'enrichir de son contact avec les autres, du débat avec les autres. Donc, la pensée critique, elle n'est jamais unique. Elle suppose la pluralité. Et surtout, elle suppose de se prêter à d'éventuelles formes de déstabilisation elle-même. Parce qu'une pensée critique
qui supposerait, qui prétendrait qu'elle ne peut pas être critiquée elle-même, qu'elle se dérobe ou qu'elle se soustrait à la critique, c'est plus une pensée critique, c'est une pensée dogmatique. Donc, donc le propre de la pensée critique, à la différence de la pensée non critique, c'est d'admettre en elle-même le principe de sa contradiction. Est-ce que ça répond voilà. Et donc d'admettre que elle n'est pas absolument transparente à elle-même. Voilà.